Quand tu as un stand de 35 mètres carrés, il vaut mieux que ton message soit hyper percutant et qu'il s'adresse exactement dans le langage des personnes qui viennent au salon, que ça leur parle rapidement en passant comme ça dans l'allée. Il faut bien choisir ses premiers clients ou idéalement onboarder des clients qui partagent ta vision et qui deviendront tes ambassadeurs et les meilleurs promoteurs de ton offre demain. Au début, les premières versions n'étaient pas toujours les plus stables, etc. Mais on avait des gens qui étaient vraiment convaincus par le potentiel d'innovation, qui nous ont suivis et qui après ont commencé à recommander la solution Nave à d'autres connaissances, d'autres groupes de distribution qu'ils avaient autour d'eux. Quand on décide qui on va être par rapport à cette cible, c'est quand même mieux que ce soit une décision humaine parce qu'il faut de la créativité, de l'empathie. Objectivement, l'intelligence artificielle n'est pas trop capable de le faire. En revanche, le messaging, là pour le coup, je trouve que l'intelligence artificielle est super efficace. Salut Léna, très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ce 6e épisode de podcast. Tu vas bien? Bonjour Jolane, oui, super. Très content d'être là et de partager plein d'idées sur le product marketing. Encore une fois, un grand merci pour ta présence. C'est hyper cool de t'accueillir sur le podcast d'Unlockem. Alors, pour la petite introduction et avant que tu te présentes, Elena sur Unlockem, tu as déjà réalisé 2 formations. La dernière en date, justement, traite du product marketing. Le product marketing, c'est une thématique qui est très abordée, sur laquelle il y a pas mal de questions au sein de la communauté. Même moi, à titre perso, c'est, je pense, une thématique qui finalement est assez nouvelle, encore peu comprise. Donc là, il y a pas mal de contenus qui sortent à gauche, à droite. Nous, on en parle beaucoup du coup sur Unlockem. Et l'objectif du jour, c'est d'avoir un échange autour de ta vision du product marketing. On va se concentrer sur quelque chose de très spécifique au sein de chez Nave. Mais avant d'attaquer cette thématique et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être te présenter, parler un petit peu de ton parcours et expliquer ce que tu fais aujourd'hui chez Nave? Donc très bien, je suis russe d'origine, mais en France depuis très longtemps. C'est pour ça que vous pouvez entendre un léger accent, mais voilà, normalement à peine perceptible. Je suis directrice marketing aujourd'hui dans une fintech qui s'appelle Nave. Et avant ça, j'ai fait un parcours de carrière qui s'est articulé entre le produit et le marketing. Donc à peu près 50-50. Bon, sachant que ces dernières années, c'est plutôt concentré sur le marketing. Voilà, et j'ai été dans différentes industries comme le luxe, l'automobile, dans la tech depuis 5 ans avec des équipes plus grandes, plus petites. Donc je pense que j'ai vu pas mal de situations, mais il y avait toujours un fil rouge autour de tout ce qui est innovation, créer des choses nouvelles ou vendre des choses nouvelles. Donc c'est ça surtout qui m'anime. Et donc aujourd'hui, on va parler de product marketing. Donc comme je l'ai dit, tu as fait une formation sur Unlockem qui traite de la thématique. Le finalement, le product marketing, comme je le disais, c'est un sujet qui est très tendance, très à la mode, qui finalement en fait est pas si connu ou sur lequel en fait le niveau de maturité est pas très très fort. Je pense que nous, en plus dans notre Mmh. écosystème tech, on est un peu influencé, on a l'impression qu'on est hyper mature, mais en fait, quand tu regardes autour de nous, c'est une thématique qui est encore toute jeune, toute nouvelle. Est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être essayer de partager ta définition ou ce que représente, quel est le rôle pour toi du product marketing? Alors si je devais l'expliquer de façon simple, mais imagée, je dirais que le product marketing, c'est une fonction qui permet de connecter le produit au marché. Et effectivement, bon, j'ai vu différentes métaphores sur ce sujet et il y en a une que j'aime bien, c'est que en fait, l'équipe produit, elle est en charge de mettre un produit sur les rayons, voilà, d'un magasin. Tu as le product marketing, lui, qui a du coup la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait un client qui arrive et qui prend ce produit sur ce rayon. Et tu as l'équipe marketing qui, elle, est en charge d'amener le client jusqu'à ce rayon et puis faire en sorte que quand il regarde le rayon, il dise: «Ah bah oui, cette marque, ça me dit quelque chose, je vais regarder un peu plus dans le détail». Mais donc le product marketing, lui, il est responsable du fait que le client a regardé le produit et dit: «Ah bah tiens, effectivement, oui, c'est ce qui me correspond, c'est ce que je vais acheter». Ouais. Dans ton parcours, du coup, tu le disais, tu as la chance d'avoir aujourd'hui, tu bosses dans une fintech. Avant, tu as bossé dans le luxe, tu as bossé chez Renault. Un parcours double avec le produit et le marketing. Enfin, tu as travaillé sur les 2 thématiques. Est-ce que cette définition du product marketing, elle a été la même dans toutes tes expériences ou il y a des choses qui sont très, très différentes? Heu, Effectivement, l'automobile, ça fait partie de ces industries, où, bah, le marché est très concurrentiel. Le produit est complexe, il est pas seulement techniquement complexe, mais aussi,
il fait appel à des critères de choix qui sont à la fois fonctionnels, émotionnels. Donc voilà, le choix des clients, lui aussi, il est complexe et le produit change beaucoup. Donc ce qui fait que le product marketing dans l'automobile, et même, je dirais généralement dans les biens de consommation, c'est une fonction qui est très historique, très établie, voilà, avec tous les process qui sont assez bien décrits. Parce que finalement, ça réunit, presque les 3 P, sur 4 du 4 P classique du marketing, puisqu'on va parler du produit, on va parler, du prix, on va parler aussi de la politique de distribution. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment une des fonctions clés, dans ces industries autour des biens d'équipement ou de la grande consommation. Et effectivement, quand j'ai changé pour la tech, c'était assez marrant parce que j'ai découvert que, bah, les besoins étaient, sensiblement les mêmes. Par contre, la fonction était beaucoup plus jeune et Ok. même aujourd'hui, effectivement, dans les échanges qu'on a, notamment chez Unlock M, voilà, les office hours qu'on a fait, on sent qu'il y a encore, pas mal d'équipes, marketing, de leaders marketing qui cherchent la bonne place pour cette fonction. Effectivement, un peu entre, le produit, le marketing, les sales, le customer success, en fait, où est-ce qu'il se positionne, le product marketing là-dedans? Et bah, tiens, alors du coup, alors ça c'est vrai. Sur les, il me semble que sur les 2 derniers événements qu'on a fait sur la thématique, je crois que la question de où Elena, où est-ce que tu recommandes de placer, les premiers profils ou l'équipe, de product marketing? Est-ce que c'est côté produit? Est-ce que c'est côté marketing? Elle a dû revenir 4 ou 5 fois. Finalement, c'est quoi ton regard sur cette partie? Est-ce qu'il y a un vrai parti pris? Est-ce que ça dépend, des typologies d'entreprises? C'est quoi ton avis, toi? Alors la question, effectivement, elle est très classique. Les statistiques sont, implacables. Bon, en réalité, dans la plupart des cas et quand on regarde, vraiment le périmètre international, pas que français, c'est des statistiques qui sont faites par, l'organisation qui s'appelle Product Marketing Alliance. Donc ils disent que dans la plupart des cas, effectivement, le product marketing est rattaché au marketing, au CMO, voilà, en tout cas au leader marketing. Par contre, effectivement, tu as aussi, la deuxième option qui est de rattacher le product marketing au produit et je pense que le fait que, évidemment, tu as les 2 mots, dans le nom de la fonction, bah, ça fait qu'on s'interroge, où Mmh. est-ce que c'est mieux d'avoir, le product marketer et globalement, quand même, dans tous les cas, le product marketing est une fonction qui est responsable, comme on a dit, du fait que le client doit enlever, le produit, du rayon. Donc c'est quelque chose qui est très, très attaché au business avec des KPI qui tournent quand même globalement autour du business et où un des rôles clés, c'est de réussir les lancements, réussir le go to market, des produits, des marchés, d'une grosse nouvelle fonctionnalité. Donc cette proximité avec le business, elle conditionne de façon assez logique, le fait que le product marketing, il est quand même, plus logiquement rattaché, au CMO. Donc dès que en fait, on se retrouve dans des cas où, la boîte travaille avec, plusieurs verticales, donc il y a plusieurs, ICP, voilà. Le buyer committee est potentiellement complexe, donc on a, pas qu'un seul décideur, mais, il y a plein de personnes qui contribuent à la décision. Le produit devient plus complexe, donc il faut savoir expliquer sa valeur, dans ses différentes, versions de packaging et cetera à différentes personnes. Donc tout ça, ça justifie en fait, que le product marketing, puisse discuter avec les sales, puisse discuter avec le customer success pour créer les bons messages pour les bonnes personnes. Il peut y avoir, quelques boîtes où, effectivement le product marketing, il a plus sa place au produit et typiquement, c'est des boîtes, peut-être qui sont sur des sujets un peu qui sont sur des sujets très techniques et où le produit est modifié dans des boucles très courtes, via les feedbacks marché. Donc par exemple, un produit qui est, hyper, spécialisé, par exemple, quelque chose qui est fait pour les développeurs, hyper technique, voilà. Là, peut-être ça a du sens que le product marketing soit hyper proche du produit, parce qu'il faut faire ces itérations très rapides, les choses, changent vite, il faut modifier le produit, très rapidement, voilà. Mais dans la plupart des cas, dans tous les cas, je dirais le product marketer, il faut qu'il conserve, sa North Star métrique, c'est quand même quelque chose qui est lié au business. OK, intéressant. Si on fait un petit retour en arrière, est-ce que, dans la constitution des équipes, alors là, je suis déjà en dehors du scope, mais
dans la conscience des équipes, plutôt en B2C, ou ce que tu as vécu chez Renault, c'est une réflexion qui est similaire sur le rôle du product marketing et sa place dans l'entreprise, ou c'est très lié au B2B? Non, bah, dans le B2C, encore plus parce Ok, que, souvent, c'est encore plus concurrentiel. Effectivement, le consommateur, il va avoir encore plus d'options, le produit va changer, très, très vite, les consommateurs sont soumis à une masse, de messages, de marques différentes, donc ça a quand même pareil, c'est un peu le même type de réflexion, qui se fait pour, l'organisation de l'équipe marketing. Tu auras, très certainement le product marketing qui va être attaché au CMO. ok, ok. Ouais. Tu vois, j'aurais pas misé sur ça. Et alors, l'autre question, il y a une autre question qui revient tout le temps. Euh, je trouve notamment, alors je pense que c'est peut-être une question qui se pose moins en B2C parce que le niveau de maturité est peut-être plus élevé, mais côté B2B, notamment, on le voit beaucoup sur la commu. La question qui revient tout le temps, c'est en fait à quel moment c'est pertinent d'aller chercher son premier profil en product marketing. Est-ce que toi, tu as des signaux? Est-ce que tu as des recommandations? C'est quoi un peu ta vision sur le sujet? Qu'est-ce que tu recommanderais à un père qui se pose la question de est-ce que je dois y aller ou pas? Alors, de façon classique, on dit que c'est pas très utile, de recruter un product marketer tant que le produit, ou l'entreprise n'a pas trouvé, le product market fit. Hmm, C'est-à-dire que tant qu'on se pose la question: «Qu'est-ce qu'on doit construire?» et que finalement, le CPO, les product managers, ils doivent sans arrêt, recevoir le feedback des clients, voilà, qui sont en train de tester, notre produit et dire, «Tiens, voilà, il faut qu'on change quelque chose assez rapidement». Ça sert à rien de créer des échelons supplémentaires, parce que, c'est presque même le CEO qui est encore en direct impliqué dans ces retours et en gros, voilà, le CEO, en fonction de, quel est son profil, est-ce qu'il est plus technique, est-ce qu'il est plus commercial? Mais en gros, la personne, principale commerciale de l'entreprise et la personne principale en charge du produit, et de la tech, il faut qu'ils soient en boucle hyper courte, bah, pour, créer le produit qui finalement, a, suffisamment de clients sur le marché qui ont envie, de l'acheter, voilà et de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus attractif. Par contre, une fois que le produit a trouvé son product market fit et donc la question qu'on se pose dans l'entreprise, c'est pas tellement, qu'est-ce qu'il faut qu'on construise, mais comment est-ce qu'on vend, à un nombre suffisant, de clients, d'opportunités, ce qu'on a construit. C'est là que en fait, on commence à avoir besoin d'un product marketer. ok. Alors idéalement, c'est quelque chose qui est entre le seed et la série A. Parce que si on le fait beaucoup plus tard, je sais pas, un série B, un série C, effectivement, il y a déjà une sorte de background, de storytelling autour du produit, il y a peut-être des erreurs de positionnement, c'est un pas le product marketer qui viendra à ce moment-là, il va devoir, un peu tout, rebalayer, tout reconstruire, donc c'est quand même mieux de le faire, un peu plus tôt, au moment où effectivement, bah, quels sont les signaux, qu'on peut avoir à ce moment-là? C'est, par exemple, quand les sales commencent à dire, «Tiens, il me manque, des documents de sales enablement, je ne sais pas comment bien raconter, la valeur, les démos sont pas bien, les simulations, sont pas très convaincantes, il me manque, voilà, de jolies, présentations qui racontent l'histoire, de façon convaincante». Quand on commence aussi à avoir, plusieurs verticales, donc par exemple, on a percé dans une verticale, mais on veut en rajouter d'autres, on les connaît moins bien, donc il faut faire la vraie discovery, Ok. mais les équipes commerciales n'ont pas forcément le temps, de le faire, voilà, donc il faut que quelqu'un s'en charge pour faire, cette étude et pour adapter le positionnement et le message. Donc voilà, c'est ce type de situation, qui envoie le signal. En gros, on ne sait pas comment raconter notre valeur et du coup, le produit, on ne sait pas comment bien le connecter au marché. Mais du coup, en fait, moi, la manière dont je l'interprète là, c'est donc il y a la notion de product market fit, de s'assurer qu'on est vraiment bien connecté à son marché, et cetera. Ensuite, en fait, l'arrivée d'un nouveau, enfin, de la création du profil est très liée à la phase de, en fait, on se sent prêt pour commencer à croître, sauf que pour aller chercher plus de personnes et peut-être activer un peu plus sur les canaux d'acquisition, alors, il faut qu'on renforce les fondamentaux. Le point que tu mets en avant, c'est de ce que je comprends, c'est que par contre, arriver un peu trop tard le profil est potentiellement un peu dangereux parce que il va peut-être retravailler sur tous les fondamentaux et casser un petit peu ce qui existait. Oui, oui et puis il aura tout simplement, trop de travail, le messaging va trop changer, Hmm, là, on aurait pu mieux faire, bien plus tôt. ok, Mais pour donner un exemple concret, en fait, moi, je suis arrivée chez Nave, il y a 2 ans.
Et une partie conséquente du travail que je fais, chez Nave, elle est liée au product marketing. Donc c'est intéressant de voir aussi à quel moment, je suis arrivée en tant que CMO dans la boîte. C'est que tu avais déjà un product market fit qui était, assez bien trouvé dans la verticale, automobile. Donc tout ce qui est autour de distributeurs automobiles, voilà, on comprenait à peu près pourquoi, Nave apporte de la valeur, comment parler, à ce type de prospect et cetera. Il fallait industrialiser parce qu'on a testé, sur, différents types, différentes tailles de groupes de distribution, différentes approches et cetera. Donc là, il fallait construire quelque chose qui soit beaucoup plus structuré, Mhm. pour qu'on puisse, scaler, cette verticale. En parallèle, la solution Nave, il est, complètement agnostique, par rapport au type, des choses qui sont mises en location et donc on commençait à développer aussi de nouvelles verticales telles que le bricolage, les instruments de musique, les équipements sportifs Ok. et là, pour le coup, il n'y avait pas encore, complètement le product market fit. Par contre, la proposition de valeur sur l'automobile, elle existait. Donc je me dis: «Il faut, déjà analyser est-ce que les besoins dans ces autres verticales sont les mêmes? De quelle façon je vais raconter l'histoire? Est-ce que je vais mettre en avant, les mêmes types d'arguments? Est-ce que mon buyer committee est aussi, le même que, dans les groupes de distribution automobile ou différent?» Donc c'est tout ça le travail de product marketing et le moment, il était, clairement, choisi, voilà, un moment pivot, tu scales d'un côté et tu essaies d'ouvrir de nouvelles verticales, de l'autre côté. Ok. Bah, typiquement, ça m'intéresse aussi de peut-être de revenir un peu sur justement ton arrivée chez Nave. Toi, quand t'as pris le poste, il y avait déjà une équipe de product marketing qui était présente, ou est-ce que c'est une fonction que tu as créée? Non, c'est une fonction que j'ai créée. Ok. Effectivement, auparavant, il y avait plutôt quelqu'un qui était un marketing manager, Ok. donc qui était moins sur le product marketing, mais qui était plus sur, la marque, le marketing digital et il manquait justement cette compétence, product marketing. C'est pour ça qu'ils ont upgradé, la job definition et embauché, un CMO, une CMO pour le coup, pour, gérer, voilà, dans tous les sujets qu'il y avait à faire, notamment bien gérer la partie product marketing. Et moi, d'ailleurs, ma première embauche que j'avais faite, pour l'équipe, c'était, une, product marketing manager. Avec pour Donc ça objectif. reste, ça reste, un sujet hyper important pour Nave, Ouais. même 2 ans plus tard, ouais. Ok. Et donc, moi, il y a une thématique, bah, quand on a préparé l'épisode, moi, il y a un sujet sur lequel que j'ai bien envie d'aborder avec toi. Je trouve que sur le product marketing, on parle beaucoup justement de la phase un peu plus de scale ou de croissance. Il y a un sujet qui est très peu abordé, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque tu veux ouvrir une nouvelle verticale, créer une nouvelle catégorie. Euh, Toi, c'est une expérience que tu as vécue chez Nave, que tu vis peut-être encore actuellement. Est-ce que tu peux, peut-être pour contextualiser un petit peu le sujet, expliquer ce qui s'est passé, pourquoi vous avez décidé de faire ça, quel a été peut-être le déclic au Mmh. départ, et ensuite on rentrera un peu plus dans le sujet, mais je suis très preneur de déjà de comprendre un peu le contexte de départ. Alors sur l'histoire de la création d'une nouvelle catégorie, c'est dans le sens, nouvelle catégorie dans le positionnement. Parce que, chaque entreprise, voilà, quand elle se raconte, elle dit, «Moi, je suis, une fintech, spécialisée, dans les paiements en ligne. Moi, je suis, je sais pas quoi, une offre de mobilité partagée, pour les entreprises». Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, Nave n'avait pas de catégorie dans ce sens-là. Donc, quand tu crées ton positionnement, il faut absolument que tu guides un peu ton client en disant, «Moi, je suis ça, voilà en quoi je résous ton problème, j'appartiens à cette catégorie de solutions et dans cette catégorie de solutions, je suis meilleur que les autres parce que, j'ai, voilà, des attributs, uniques, qui font que tu dois me choisir, plutôt que les alternatives». Et tant que tu as pas dit dans quelle catégorie, tu te plaçais, c'est quand même assez difficile pour le client de te positionner. Est-ce que tu es meilleur, que les autres? J'en sais rien parce que tu appartiens peut-être pas, à la même catégorie dans laquelle, voilà, je prends une décision pour, je sais pas quoi, une solution de location, une solution de paiement et cetera. Hem et quand Nave a été créé justement, bah, la catégorie, n'existait pas en tant que telle. Déjà, il faut peut-être que je dise, ce que fait Nave Bah oui. pour que, la suite soit plus claire. Et donc en fait, Nave est une fintech qui aide les distributeurs, et les marques à construire leur programme de location, en plus de leur activité, traditionnelle d'achat-vente.
Mmh. La boîte est née en 2019 du constat, qui était qu'en fait, tout ce qui touche à la location, à l'économie d'usage, il existe une demande très claire de la part des consommateurs, qu'ils soient B2C ou B2B et voilà que les gens pour, des raisons économiques, écologiques, Mmh. encombrement et cetera, ils aimeraient bien louer certaines choses, dont ils se servent pas tout le temps, plutôt que de les posséder chez eux, stocker, les vo enfin voilà, voir la dépréciation, de l'objet, au fil du temps et cetera. Sauf qu'aujourd'hui, si on essaie de louer, quelque chose, je sais pas, un instrument de musique, une perceuse, on se rend très vite compte que c'est très compliqué. Et donc, les distributeurs qui, eux, vendent ces biens, au quotidien, ils savent pas proposer une offre de location, face à cette demande. Et quand on a creusé, enfin, en fait, voilà, avec la méthode de 5 pourquoi, mais pourquoi vraiment, on voit que, en fait, assez vite, le distributeur se rend compte que c'est un métier à part entière. Mmh. Et ça paraît très proche comme ça, à première vue. Bah, je vends des équipements, je peux très bien les louer. Mais en fait, il y a plein de sujets, financiers, opérationnels, technologiques, qui font que, bah, c'est pas leur métier. Et quand ils commencent à essayer de le faire, souvent ça s'arrête, au niveau du pilote, mais ils savent pas, scaler, cette solution parce que encore une fois, c'est pas leur métier principal. Et la plupart des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché autour de ce sujet de location, paiement à l'usage et cetera, c'est, souvent des SaaS, voilà, qui traitent juste la partie, on peut dire, je fournis un logiciel qui permet, de mettre, enfin voilà, d'enregistrer un stock d'équipements et les mettre en location. Par contre, tous les sujets qui concernent la gestion opérationnelle, et les sujets financiers ne sont pas traités. Donc le distributeur se retrouve à le gérer tout seul, il peut pas, il abandonne. Donc Nave a dit: On va s'attaquer au problème dans l'intégralité» et OK. donc c'est pour ça que Nave, propose une solution qui ne peut pas être découpée en morceaux et qui comprend à la fois le financement du stock locatif, la tech qui permet, aux clients de réserver des locations et au point de vente de regarder, bah, qu'est-ce qui est en location chez lui, et la gestion opérationnelle en marque blanche. C'est-à-dire on gère la plupart des sujets, liés à la location et on laisse aux gens qui sont dans le point de vente, juste d'accueillir le client, donc finalement de faire la partie, la plus agréable qu'ils aiment bien avec le trafic, qui vient dans leur point de vente, pour la location. Heu donc quand on a regardé, finalement, on n'était pas un SaaS de location parce qu'on faisait plus que ça. On n'était pas, une entreprise de financement, on n'était pas une banque parce qu'on fait du financement hors bancaire avec un mécanisme de dette privée, bon, assez complexe. Donc qu'est-ce qu'on est? Et c'est un peu ça mon challenge de tous les jours, de dire: «Qu'est-ce qu'on est? À quelle catégorie on appartient?» Bon et en réfléchissant pour le podcast, je me suis dit: «Bon, on n'est quand même pas peut-être en train de complètement créer une nouvelle catégorie, mais on est en train de redéfinir une catégorie qui se met un peu, entre 3 catégories Mmh. existantes». Voilà, qui est un peu entre la catégorie financement, fournisseur de SaaS de location et gestion opérationnelle et outsourcée. Ce qui est assez marrant en plus dans la manière dont tu l'expliques là, c'est que j'ai la sensation que la question que tu te poses, qu'est-ce qu'on est ou enfin qui on est, en fait, tu la poses autant pour l'interne que pour qu'est-ce qu'on est aux yeux de l'externe. Absolument. Ouais, Et en interne, on en discute, régulièrement, on le réécrit. OK. C'est évidemment un process quand tu crées quelque chose de nouveau, tu pas, forcément la très bonne idée, l'idée finale du premier coup. Donc tous les 6 mois, on se repenche, sur le positionnement de Nave, d'autant plus que quand tu rajoutes des verticales, voilà, peut-être aussi l'histoire que tu racontes, elle change un peu. Mmh. Et voilà, donc effectivement, c'est une réflexion qui prend, pas mal de temps, mais qu'il faut avoir parce que après les boîtes en face, il faut qu'ils opèrent dans quelque chose qui est dans leur système de coordonnées. Parce qu'il faut qu'ils dédient un budget, qu'ils dédient, en face de nous des interlocuteurs pour la gestion de projet. Donc il faut qu'ils sachent un peu dans quelle catégorie, ils peuvent te mettre et en quoi tu vas, apporter, du nouveau business, voilà, améliorer leur, gestion de trésorerie, et cetera. Ouais, hyper intéressant. Alors bon, parce que là du coup, il y a forcément maintenant que tu as dit ça, on a envie de savoir comment tu as opéré tout ça. Juste j'ai une question intermédiaire de, je trouve que ce qui est intéressant alors quand est-ce que tu peux me rappeler quand est-ce que tu es arrivé chez Naïve? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mmh. Donc du coup, je pense que ça, c'est un peu ce sujet du positionnement de la catégorie, c'est quelque chose que tu as dû détecter dans les premiers mois. En termes si on reprend un peu de hauteur, est-ce que, on peut peut-être essayer de voir ensemble, en fait, sur les 2 dernières années,
comment les grandes étapes se sont faites entre la prise de conscience et puis le début des premières actions et où t'en es. Et je trouve que c'est toujours un peu difficile parce qu'en fait, dans la manière dont les choses sont expliquées, ça paraît toujours évident. Et finalement, en fait, c'est un travail Mmh. de long terme et un travail qui est aussi très humain en interne. Sur les 2 dernières années, comment ça s'est passé? Vous avez mis combien de temps à vous rendre compte qu'il y avait un sujet de catégorie à travailler? Et puis en fait, entre le moment où vous avez eu la prise de conscience et les premiers travaux, est-ce qu'il s'est passé des semaines, des mois? Comment ça s'est Mmh. structuré? Mais effectivement, je pense qu'il y avait une vision qui était hyper claire dans la tête des fondateurs. Ok. Et après, il y a ce travail de traduction de cette vision, dans le langage, voilà, de nos partenaires, qui n'ont pas forcément complètement conscience de ce que c'est réellement le paiement à l'usage, quels avantages, il va apporter par rapport à leur business au quotidien, dans la durée, demain, dans 5 ans et cetera. Et donc, typiquement, Ney va commencer à parler en expliquant sa valeur, à parler du paiement à l'usage. Donc, je pense qu'un des premiers slogans, ça a été, solution, de paiement à l'usage en B2B2C. Pour dire un B2B parce qu'on travaille avec les distributeurs, c'est eux nos clients payants qui nous payent, et puis, les équipements après sont loués à des clients B2C, bon B2B, mais en tout cas à d'autres personnes, qui vont générer des revenus pour les distributeurs. Hem On s'est rendu compte et moi quand je suis arrivée, j'ai fait des recherches, très rapidement, voilà sur, Google et tu vois que personne ne cherche paiement à l'usage. Donc c'est un terme, qui existe, mais qui n'est pas, très orienté business. Quelqu'un qui va vouloir, mettre en place un programme de location, il va pas chercher, solution de paiement à l'usage, il va chercher autre chose, voilà. Et souvent on se rend compte que même il va pas chercher comme ça, il va chercher des solutions pour sa trésorerie, pour, générer, des revenus supplémentaires, et cetera. Donc, on s'est dit: «Bon tiens, c'est marrant, on s'appelle d'une certaine façon, on se positionne d'une certaine façon, mais en réalité, personne, dans le marché en face, ne cherche, des termes, de ce type-là». Donc ça a été une des premières raisons pour lesquelles on s'est repenché sur le positionnement et notamment parce qu'on est allé à Tech for Retail l'année passée et quand tu fais un stand, voilà, quand tu as un stand de 35 carrés, il vaut mieux que ton message soit hyper percutant et qu'il s'adresse exactement, bah, dans le langage, des personnes qui viennent au salon, que ça leur parle, et qu'ils comprennent ce que tu fais rapidement en passant comme ça dans l'allée. Donc c'était assez marrant effectivement parce qu'on a fait le gros travail de positionnement à l'occasion de ce salon parce qu'on savait qu'on allait être hyper visible et qu'il Ouais. fallait être super clair, sur la proposition de valeur. C'est hyper intéressant parce que du coup, je pense qu'il y a aussi alors je sais pas si on peut parler, c'est un fantasme, mais il y a plein de boîtes qui essaient de créer enfin des marques, notamment dans une optique un peu de branding et de positionnement, qui au contraire essaient de créer des éléments de langage qui sont propres à eux, un peu comme on pourrait tous avoir Ouais. le fantasme HubSpot avec Leanbound, des choses comme ça. Au final, on se rend compte que c'est rarement une bonne idée, ou enfin, en tout cas, c'est pas toujours le plus efficace, parce qu'en fait, c'est très décorrélé de en fait, la vraie consommation des personnes avec qui on souhaite créer une relation ou avec qui on souhaite faire du business. Et, et donc, du coup, en fait, là, ce que tu me dis, c'est que vous vous êtes rendu compte que l'élément de langage qui était utilisé, en fait, c'est quelque chose qui était compris que par l'interne, sur lequel il y avait un mot qui existait, et cetera, Qui mais était qui est très en externe, fédérateur, oui, pour mais qui en l'interne. Mmh. ce qui du coup, par contre, a dû être un peu complexe le moment où vous vous êtes dit que c'était pas le bon positionnement, parce que je suppose que si c'était fédérateur, c'était partagé par tout le monde et leur dire qu'on va dans une autre direction, ça peut être un peu, enfin, ça peut être un peu compliqué. Il y a un vrai sujet de culture du changement, quoi. Bah, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a impliqué dans cette démarche de recherche, de bons mots pour notre Mmh. positionnement, on a impliqué, pas mal de monde. On a notamment impliqué, l'équipe, commerce parce que c'est OK. eux quand même qui sont en face, des prospects au quotidien. Et donc le choix qui a été fait, il a été quand même co-construit avec le commerce et après, évidemment, il a validé, ce sur quoi ils ont travaillé, et ce sur quoi on s'est mis d'accord. Ça introduit hyper bien le sujet, parce que moi, la question que j'avais, là, on a parlé un petit peu du déclic, de cette notion de création de nouvelles catégories. Maintenant, concrètement, moi, la question que je me pose, c'est, quelles ont été un peu les grandes étapes? Est-ce que, Mmh. du coup, peut-être on peut revenir sur, heu ou peut-être décomposer le process que tu as mis en place pour, travailler sur ce sujet de création de nouvelles catégories? Bah, il y a eu un gros travail de discovery. OK. Il a été, même engagé, avant mon arrivée, par, voilà, tous les échanges que les cofondateurs et puis, l'équipe, commerciale, partenariat, ont eu, avec, les premiers clients.
et les prospects, voilà, qui commençaient à remplir la pipeline, heu et on se rend compte dans ces discovery qu'effectivement les problématiques, à cause desquelles les gens réfléchissent, au fait de mettre en place un programme de location, elles peuvent être très diverses. Donc déjà, on s'est rendu compte que les les arrivées vers, la réflexion autour de la location, elles étaient, très variées. Donc tu es obligé de créer des sortes de catégories ou de segmentation, pour dire, bah, pour certains, c'est notamment pour les marques, c'est souvent un sujet, RSE, c'est un sujet, d'expérience client, de rajouter la location à la vente, de leurs produits. Pour les réseaux de distribution, c'est souvent un sujet qui est assez financier et opérationnel parce qu'autrement, ils utilisent déjà, par exemple, dans le réseau, automobile, ils ont déjà un certain parc de voitures, qui sont notamment des voitures de courtoisie ou des voitures d'assistance, qui sont de toute façon sur leur bilan, qui rapportent pas forcément beaucoup d'argent, qu'ils souhaiteraient monétiser davantage. Donc là, on arrive avec une proposition qui est un peu plus sur, les arguments, financiers, et cetera. Donc la discovery, super important et je pense à partir de là, quand tu crées quelque chose de nouveau, c'est totalement normal et c'est même très recommandé de parler en termes de vision. Donc, s'adresser à un prospect non seulement par rapport à, ses problématiques précisément d'aujourd'hui, mais de dire: «En fait, si tu commences à travailler sur ce sujet, tu vois que à terme, tu peux gérer le multicycle produit au lieu d'avoir juste, 2 cycles dans la vie de ton produit, tu peux maximiser sa valeur avec plusieurs cycles». Donc des choses qui sont quand même un peu plus, high level, voilà et qui font réfléchir, qui font rêver. Mais tout en gardant quand même, quelques quick wins, rapides du type, OK, bah, in fine, tu pourras gérer le multicycle et construire, la valeur, la génération de valeur autour de ton produit, de façon très différente. Mais dès aujourd'hui, je peux t'acheter ton stock de voitures de courtoisie, comme ça tu as pas besoin de l'avoir sur ton bilan et tu peux le monétiser parce que j'ai les outils digitaux qui te permettent de les louer, de façon payante, là où aujourd'hui tu le donnes aux clients gratuitement. Donc voilà, c'est une combinaison un peu de pragmatisme, très court terme, mais en même temps, la vision et là, nos cofondateurs, ils le font très bien. Ils portent, la vision, de façon incroyable, ils savent, faire rêver, du monde de demain, avec des arguments, voilà, qui sont vraiment très forts. Heu, Autre sujet, je pense, c'est, il faut bien choisir ses premiers clients Mmh. et il faut idéalement onboarder des clients qui partagent ta vision, voilà, qui adhèrent non seulement, voilà, à leur quick win d'aujourd'hui, mais aussi, à la vision plus globale et qui, du coup, deviendront, tes ambassadeurs, et les meilleurs promoteurs de ton offre, demain. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'au début, évidemment, même le produit technologique, les premières versions n'étaient pas, toujours les plus stables, et cetera. Mais on avait des gens qui étaient, les distributeurs, les groupes de distribution qui étaient vraiment convaincus par, le potentiel d'innovation qui nous ont suivis, qu'on a évidemment aussi pas mal chouchouté pour, répondre à leurs besoins et qui après ont commencé à recommander la solution Nave à d'autres connaissances, d'autres groupes de distribution, qu'ils avaient, autour d'eux. Et typiquement, alors sur cette partie-là, moi, il y a 2 questions, c'est, comment tu les choisis? Enfin, est-ce que c'est des critères que tu prédétermines au départ? Enfin, est-ce que tu te fais une grille c'est peut-être un peu trop scolaire de vouloir faire une grille, mais, est-ce que enfin, comment tu fais? Et deuxième question, bah, sinon je vais l'oublier, c'est, hem, comment enfin, à partir de quel moment enfin, comment tu détermines, heu, peut-être le volume de clients que tu dois aller chercher? Jusqu'où tu les embarques? Est-ce que tu leur donnes une visibilité, enfin, très loin sur la nouvelle vision produit que vous avez? Ou enfin, c'est quoi les échanges que tu as avec eux au départ? Parce que c'est toujours un peu pas un risque, mais j'imagine que 10 nouvelles catégories, 10 nouveaux positionnements, donc dit, aussi itération, on va un peu, bouger, donc faut avoir des clients en face qui soient, pas à l'aise avec, le fait, que ce soit pas très stable. Enfin, comment tu l'abordes ce sujet-là? Bah, comme on a dit, l'avantage de l'industrie automobile et de tout ce qui tourne autour de l'automobile, c'est que c'est un environnement qui est assez complexe. Voilà, il y a OK. différents usages, la voiture, voilà, elle peut tomber en panne, donc on peut vouloir revenir dans le réseau et se reprendre, une autre voiture, mais il y a une multitude de situations autour de la voiture. Elle marche pas, je l'achète, je la loue, et cetera. Donc déjà, il y a beaucoup de cas d'usage possibles et donc ce qu'on a fait avec, certains clients, c'est que, d'abord on les onboardait sur une partie de la solution. OK. Par exemple, Volvo pour, le programme,
Volvo Mobilité avait, un angle très fort autour de tout ce qui est voiture d'assistance. Donc quand une voiture, Volvo tombe en panne et que le client appelle l'assistance, comment faire en sorte que, la voiture d'assistance qu'il aura, en remplacement de sa Volvo, qui est tombée en panne, que ce soit aussi une Volvo et pas juste, OK. une autre marque, fournie par Avis, Sixt, voilà. Donc ils voulaient que les voitures d'assistance soient fournies par le réseau Volvo. Mais une fois qu'on a commencé à discuter autour de l'assistance, on a élargi le scope. On s'est dit: «Bah, tiens, du coup, mais les voitures de courtoisie que vous avez également dans le réseau, ça peut être intéressant aussi, bah, de monétiser, ces locations, autour de la courtoisie, et la location, court et moyen terme, et B2C et B2B». Donc en fait, on a co-créé le projet avec eux qui est in fine beaucoup plus large que, ce qu'était la discussion initiale. Petite pause pour vous présenter Unlockem, notre plateforme de formation et communauté à destination des responsables et directeurs et directrices marketing B2B. Notre mission chez Unlockem, elle est ultra simple, c'est accompagner dans leur quotidien les leaders marketing sur toutes leurs problématiques business. Sur Unlockem, on donne accès à des formations qui sont créées par des pairs, donc par les membres de la communauté, sur des sujets stratégiques mais aussi de positionnement, toujours dans une optique d'offrir les meilleurs contenus sur les thématiques marketing. Unlockem donne aussi accès à des contenus, type des templates, des frameworks et des outils vous pouvez télécharger et réutiliser directement pour votre entreprise. Unlockem, c'est aussi et surtout une communauté. On a plus de 100 membres qui sont issus des plus belles startups et scale-up de l'écosystème. Vous pouvez les voir en live lors de nos office hours. On en organise 3 à 4 fois par mois. On organise aussi des événements. Vous pouvez rencontrer vos pairs, faire du networking et enrichir votre réseau. Globalement, Unlockem, c'est une plateforme complète pensée pour vous accompagner quotidiennement et vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour surperformer dans votre travail. Si vous aussi vous avez envie de progresser, être accompagné dans votre carrière et rencontrer des membres qui ont les mêmes enjeux que vous, je vous invite à nous envoyer un message directement sur notre site web, via LinkedIn ou sous cette vidéo. On se fera un plaisir de vous appeler pour échanger ensemble, découvrir quels sont vos enjeux marketing et vous présenter comment fonctionne la plateforme. Je vous laisse reprendre la vidéo et puis je vous dis à très vite. Dans ton approche, il y a une dimension très. On choisit. Alors, c'est peut-être lié aussi à ton marché, mais c'est beaucoup de. Qui dit création d'une nouvelle catégorie, dit en fait co-création avec ses clients, de les intégrer vraiment, de rentrer par une porte et d'essayer ensuite petit à petit de faire quelque chose de très personnalisé, et du mieux adapté à leurs besoins. Oui, au début, oui, tout à fait. Ok, Et là, je te décris pas, la période, scaling, je te décris la période effectivement, recherche de product market fit, tout en créant une catégorie. ok, Aujourd'hui, effectivement, comme on a déjà, beaucoup de clients, dans cet univers de mobilité, avec, différents types de véhicules, des voitures sans permis, des 2 roues, des voitures classiques, des véhicules utilitaires et cetera. On se rend compte en fait, effectivement de voilà, comment on peut classer les différents cas d'usage. Donc on peut approcher un nouveau client en disant: «Dans la plupart des cas, dans votre catégorie, voilà ce qui intéresse les gens, et voilà ce qu'on vous propose, comme solution optimisée». Donc là, c'est déjà effectivement le travail de product marketing de, raconter, ton offre, la valeur que tu apportes, d'apporter, directement déjà des hypothèses, de pricing, là où, au début, tu construis presque le pricing de façon ad hoc pour chaque client. Bah, aujourd'hui, tu es capable d'arriver et dire: «Bon, bah, si vous voulez mettre des petites voitures, voilà les prix qu'on vous préconise». Et on vous préconise, des prix, pas dégressifs comme les loueurs classiques, mais, des prix fixes, ça marche beaucoup mieux et voilà, on a toutes les preuves, que pourquoi c'est mieux, et cetera. Donc c'est là aussi que maintenant on est, dans ce mode plus industriel. En fait, on peaufine, évidemment le messaging, de notre offre, mais on est déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus structuré, qu'au début quand on était en construction. ok. Donc là, du coup, en termes d'étapes, on a la première qui est le fait de travailler sur la vision, identifier les quick wins et Ouais, les partager. discovery, Discovery très puis fort. construction de la Il y a le vision, ouais, sujet ouais, ensuite de trouver les bons clients. ouais. Donc sélectionner ceux avec lesquels vous allez co-construire et qui vont permettre d'affiner le messaging et cetera. Il y a peut-être un Ouais. sujet de distribution, d'identifier les bons canaux ensuite ou c'est quoi l'étape d'après? Bah, l'étape d'après, c'est aussi, de porter le message, de façon plus large. Et c'est là qu'on a commencé à, faire, du marketing digital. C'est là que tu introduis, le CRM, les programmes de nurturing, l'inbound, tu commences à aller, dans les events. Donc dans la verticale automobile, on est, complètement, là-dedans en ce moment. Tu OK. rentres dans des logiques, marketing, effectivement un peu plus classiques, pour,
atteindre, le bon public, voilà, tu as identifié ton ICP, je sais que c'est tel type de groupe de distribution, tu as les adresses mail, et cetera. Donc tu commences à, pouvoir les attirer, les nurturer, de façon relativement classique. Ça, c'est un truc que je me rends pas trop compte en termes de, quand tu as commencé, parce qu'en fait, il faut porter le message, il faut le distribuer, sauf qu'en fait, nécessairement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quoi un petit peu, toi, dans ta situation à toi chez Nave, l'échelle de temps que tu t'étais fixée et c'est quoi un peu les grandes étapes? Tu te dis qu'en fait, sur les 6 premiers mois, l'objectif, c'est d'atteindre, telle chose ou d'avoir tel niveau de discussion, tel niveau de comment tu arrives à mesurer, l'impact de tes canaux, des actions que tu fais et pas que de l'impact sur le revenu, mais en fait l'impact sur le fait que la création de la nouvelle catégorie et votre positionnement, il répond bien? Bah, effectivement, tu as aussi l'enjeu, du leadership d'opinion Mmh. et effectivement, tu as des actions qui sont un peu plus, long terme, sur la construction de la marque et sur, ton positionnement en tant que leader d'opinion, bah, dans cette thématique, autour, du paiement à l'usage, peut-être de nouveaux modes de consommation, de nouveaux, modes, de construction de modèles commerciaux. Donc tu es obligé de te positionner en tant que leader d'opinion sur une catégorie aussi un peu plus large parce que dire, je vais faire, je sais pas quoi, un webinaire sur la location en tant que telle, ça va pas forcément intéresser, beaucoup de gens. Par contre, si tu fais un webinaire qui dit: «Bon, on sait qu'il y a plein de problèmes de trésorerie aujourd'hui, dans les réseaux de distribution, qu'il y a une baisse de trafic, et donc on va réfléchir ensemble à des solutions, en quoi l'innovation peut, créer des voies de sortie, de cette crise, et pourquoi il faut pas juste reproduire, ce qui semblait marcher hier, mais il faut regarder quelque chose de nouveau». C'est ça qui est plus intéressant et qui fait venir, davantage de gens. Donc il faut se construire ce leadership d'opinion, sur des sujets un peu plus globaux. Nous, dans les canaux qu'on a regardés et qui marchent bien pour nous, en fait, on s'est rendu compte que, pour, mettre en place ce projet d'innovation pour un réseau pour un distributeur, voilà, pour une enseigne, pour un groupe de distribution, on est obligé de parler assez vite, au COMEX. Donc vraiment, le CEO, son CFO, son directeur de transformation, son directeur d'expérience client, on est obligé de cibler assez haut. Et quand on a testé différents canaux, aujourd'hui, on se rend compte que, finalement, ce qui marche bien pour nous, c'est, les relations presse, voilà, de OK. façon, assez classique. C'était assez inattendu, mais, effectivement, bien travailler avec, son agence de relations presse et avoir, les articles dans les grands médias. En tout cas, nos personas, ils lisent, ces médias et ils réagissent assez vite, dessus. On a pas mal travaillé notre LinkedIn aussi, voilà, dans cette optique, voilà, de maîtriser, le leadership d'opinion. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des events, en fait, les events un peu plus petits, mais qui rassemblent, justement ce type, de gens qui sont dans notre buyer committee, donc des events autour de 200-250 personnes, ça performe beaucoup mieux que les gros events, du type, voilà, Vivatech, Tech for Retail et cetera. Donc aujourd'hui, on est, en termes d'events concentrés plutôt sur ce type d'événements un peu plus intimistes, mais très qualitatifs, et qui nous remplissent la pipeline, voilà, en plus de tous les efforts, des équipes commerciales, quotidiennes. C'est hyper intéressant et alors, là, la question que je me pose, c'est quelle est la place un peu du contenu, dans un travail? Peut-être alors, il y a chez Nave, mais peut-être dans ta vision un peu globale, est-ce que, pour toi, le contenu, il a un rôle hyper clé pour, défendre et créer une nouvelle, catégorie, en fait, et déployer ce leadership? Alors sur le contenu, j'ai pas encore une réponse toute faite parce qu'on est encore en train de tester pas mal de choses. Toute, cette approche, voilà, inbound marketing, nurturing et cetera, elle est encore assez jeune chez Nave, en particulier. Mais on se rend compte, qu'en fait, faire, par exemple une newsletter, c'est pas forcément, quelque chose où il y a, des taux d'ouverture incroyables. Parce que je pense que les gens à qui on s'adresse, bah, ils ont pas le temps, voilà. Par contre, faire de temps en temps, un webinaire, ou une intervention, encore une fois dans ce type, d'events, de petite taille, où on parle, sur une problématique, vraiment hyper ciblée, qui leur parle et qui répond à leurs pains du moment. Ça a beaucoup de sens et du coup, c'est des interventions qu'on prépare très sérieusement, Mmh. avec, beaucoup de recherches, autour et puis,
on se concentre vraiment sur la façon dont on délivre le message. Pour moi, aujourd'hui, le contenu, c'est surtout ça. C'est des contenus qui sont pas forcément avec une grosse régularité, Mmh. mais qui sont très qualitatifs. Après, on a créé quand même, comme j'ai dit, le programme de lead nurturing, qui marche assez bien, mais pour des clients, je dirais, un peu plus mid-market. Voilà. Mmh. Enterprise, on est plus dans une approche malgré tout ABM, beaucoup plus individualisé. Là où sur le mid-market, le lead nurturing nous apporte, aujourd'hui, des leads, oui, on a déjà des tendances, très claires là-dessus. Ouais, non, mais ce qui est assez logique. Enfin, en fait, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a un objectif d'avoir, quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus qualitatif et enfin, du coup, c'est aussi aligné avec l'audience que tu vises. Donc, OK, je comprends Et du coup, tu dois produire, des contenus hyper ciblés. et beaucoup plus ciblé, ouais. Ouais, Donc ouais. ça veut dire investissement en temps, Ouais, non négligeable, donc faut vraiment bien choisir, pour qui tu le fais. OK. Il y a vous avez ça faisait très longtemps que j'avais pas, parlé de cette thématique-là, mais vous avez un niveau de difficulté en plus, c'est qu'il y a de la marque blanche. Hem, Finalement, dans l'objectif de créer une nouvelle catégorie, enfin de défendre un positionnement en marque blanche, on pourrait se dire que du coup, il y a potentiellement une difficulté supplémentaire. Enfin, comment c'est traité? Comment tu abordes le sujet? Enfin, c'est quoi ta vision sur cette partie? Oui, c'est vrai que c'est assez marrant parce que la marque Nave, elle existe pour nos partenaires, B2B, voilà, pour, les marques, les groupes de distribution. Mais on est complètement transparent pour le client final. Lui, il va éventuellement voir que c'est avec Nave qu'il signe le contrat de location parce que c'est nous le loueur, Mmh, les équipements nous appartiennent. En revanche, il fait 90-95 de son parcours client en pensant qu'il reste chez notre partenaire. Voilà, mmh, c'est tout l'enjeu et c'est aussi toute la proposition de valeur, qu'on fait vis-à-vis de nos partenaires que l'expérience client, elle est sans rupture, le client reste, chez dans la marque, du partenaire, en fait. Et donc si on revient au sujet autour du product marketing dans cette situation, comment tu enfin, c'est quoi l'impact, sur le product marketing? Pour moi, il est triple. Tout d'abord, tu dois faire en sorte que ton produit technologique soit hyper personnalisable parce que, l'idée c'est, de pas le retravailler, à chaque fois, chaque, parcours de souscription de réservation. Il faut pas que je sois obligée de le retravailler, pour des centaines de milliers, mmh. d'euros, en fonction de la verticale, que je le fasse pour les équipements sportifs, pour, le bricolage, ou pour les instruments de musique ou pour les voitures. Il faut que globalement ce soit le même produit. Donc on passe énormément de temps, dans la phase, amont, dans la phase, design du produit pour s'assurer qu'il répond, à, 95 de situations, en tout cas par rapport aux verticales, qu'on cible, à ce moment-là. 2e chose, c'est que effectivement, nous, on est quand même, on peut observer comment se passe le go to market de différents programmes de nos partenaires. On a cette expérience, cumulée qui dit, voilà, les best practices, c'est ça. Est-ce qu'il faut faire une page dédiée? Quel type de campagne il faut lancer? Donc en fait, on joue un peu le rôle de conseil, même si c'est pas nous qui, faisons le go to market de l'offre, si tu veux, c'est notre partenaire, qui lance, son offre, je sais pas, Volvo Mobilité, Ligia Rent et cetera. Donc c'est bien lui qui va s'occuper de l'acquisition de ses clients pour son nouvelle offre. Par contre, on va faire des ateliers où on leur, fait des préconisations. On dit: «Voilà ce qui a marché, chez les autres, voilà ce que vous pouvez regarder, comme canaux, voilà quel type de message aussi on sait que ça peut être attractif, pour vos clients». Donc on les conseille, dans le go to market. Et puis, troisième chose, bon, je sais pas si ça relève exactement du product marketing, mais pour moi, en tout cas, c'est dans mes responsabilités en tant que CMO. Il faut que tu veilles à avoir des analytics quand même très performants parce que, derrière le partenaire, il attend de toi que tu lui dises: «Voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas. Je te conseille de reconsidérer les prix», parce que c'est le partenaire qui a la main sur, les prix de location qu'il va sortir, vis-à-vis de ses clients. Et donc ils attendent de nous qu'on leur donne des dashboards, par rapport à l'usage, par rapport, voilà, à tout ce qui se passe, dans les parcours de réservation, quel chiffre d'affaires ça génère, quel type de location, se font, pour quels clients et cetera. Donc cette partie mise en place, des analytics, et de la business intelligence, c'est le troisième gros sujet que j'ai en tout cas, dans cette approche marque blanche. OK. C'est dense. Enfin, c'est c'est vrai qu'en fait, pour des personnes qui ont pas l'habitude de bosser, dans cette Mmh. situation de marque blanche, tu te rends compte, en fait, du niveau de
de complexité ouais, de complexité que ça peut avoir. C'est hyper intéressant. Tu as parlé un petit peu justement de ton rôle. Hem, pour toi, dans un chantier comme celui-ci, le rôle du CMO chez Nave, mais peut-être aussi dans d'autres structures, finalement, il est de quoi? Il est de garantir, la vision, il est de, travailler à la fois sur des sujets, enfin, est-ce qu'il est très opérationnel, très orienté sur la vision? Tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de la vision par rapport au fondateur. C'est quoi ton ressenti sur ça? Moi, mon rôle, il est clairement là où je suis attendue, il y a quasiment personne d'autre, qui fait ça, c'est, 1 chose, étude de marché. OK. Donc notamment quand on regarde, les nouvelles verticales, bah, on attend de moi que je fasse, une vision, que je construise une vision très claire, quels sont les acteurs, de ce marché, c'est quoi leurs problématiques, qui fait déjà de la location, qui a fait de la location mais n'a pas réussi, et cetera. Donc ça, c'est, encore une fois, ça fait partie des sujets très classiques, du product marketing, mais être ambassadeur du marché, vraiment bien le comprendre, savoir raconter, les tendances, les pains, et cetera. Heu, 2e chose qui me paraît importante dans le rôle du CMO, c'est qu'il faut être, hyper connecté avec les sales. OK. Surtout, parce que comme j'ai dit, il y a une multitude, des pains qui peuvent t'amener à considérer notre, solution. Donc tous les jours, tous les jours, j'ai des retours, mais surtout une fois par semaine, on fait, vraiment un weekly dans lequel on parle, bah, de tous les, toutes les nouvelles pistes, nouvelles opportunités, les conversions, le win-loss, donc on fait une analyse, quand même assez, resserré. C'est pas une fois par mois, c'est vraiment chaque Ouais, semaine, OK. qu'on et du coup, on dit, du coup, quel impact ça peut avoir, sur, par exemple, nos présentations de sales enablement, la première présentation qui est un peu moins détaillée, la démo qui est plus détaillée, qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Donc il y a ce feedback, permanent, qu'on organise. Et puis, clairement, il y a le rôle du marketing qui est, comme tu as dit, sur le contenu et donc sur, la partie leadership d'opinion. OK. Nous, on s'est dit que, par exemple, tous les membres du COMEX, au nombre de 5, ils vont être des spokespersons. OK. Dans les grands médias, on va plutôt, effectivement donner la parole aux cofondateurs parce que, bah, ils incarnent, la mission, la marque, ils ont une très belle histoire à raconter. En revanche, on s'assure que, tout le monde, soit mis en valeur, dans les médias, digitaux ou dans les médias, bon, pas que digitaux, mais, sur les sujets qui les concernent, tu vois? Aujourd'hui, je viens parler, chez toi, de Nave, notre CTO. Il intervient dans les conférences, plus dédiées à la tech. Le directeur de partenariat intervient, dans les conférences, je sais pas, sur le retail. Donc c'est comme ça qu'on construit, en fait, une présence sur ces thématiques autour de l'économie de l'usage, de la technologie, de nouvelles façons de, financer, en fait, cette activité, dans différents endroits, voilà. Là, là, directement, ça me fait la question, c'est que du coup, là, ça fait 2 ans, ça fait un peu plus enfin, tu as quasiment travaillé dès que tu es arrivé sur sur ce sujet-là. Hem, pour les personnes qui ont jamais eu à travailler sur cette, approche de création de nouvelles catégories ou travailler sur le positionnement, à partir de quand tu as la sensation que le travail, il a été bien fait et que tu vous êtes pas arrivé au bout, mais que, vous serez arrivé au fait que, vous serez bien identifié, que les éléments de langage seront compris par le marché et cetera, enfin, c'est à partir de quand ça que tu pourras l'identifier, le quantifier? Heu, je sais même pas si c'est ça l'objectif. Mon Pour l'instant, en fait, on n'a pas de concurrent direct, donc on est OK. dans une situation, on peut dire relativement confortable parce que, on a une pipeline, qui est plutôt bien remplie. On n'a pas de concurrents qui ont réussi à construire, la même chose que Nave, donc on crée notre catégorie, mais on est leader, voilà, de notre propre catégorie. Ce qui ne veut pas dire que les équipes commerciales n'ont pas de travail. Non, au contraire, il y a quand même un gros travail de conviction, Mmh. d'évangélisation, voilà. Mais globalement, aujourd'hui, pour moi, la question, c'est pas forcément est-ce que la catégorie, existe, dans la tête de nos clients, et cetera, mais c'est plus, est-ce que, il y a suffisamment de gens qui disent: «Ah bah oui, effectivement, par rapport à ce que Nave raconte, sur les différents canaux, dans une conférence, dans un event, dans un article, sur, leur LinkedIn, et cetera.
Est-ce que ça éveille une curiosité? Est-ce que, je vais envoyer une demande de contact? Voilà, donc on mesure, aujourd'hui de façon assez simple par les leads commerciaux qu'on génère avec notre activité. Demain, peut-être si la situation se complique, effectivement, je vais me pencher davantage sur, est-ce que la catégorie, existe réellement? Est-ce qu'elle est comprise ou pas? OK. Et je pense que globalement, en fait, encore une fois, je voudrais pas, inciter, les gens qui nous écoutent à faire ce travail de création de catégories. C'est quand même très laborieux. Mmh mh. Quand on peut et même, voilà, les gens qui écrivent sur le product marketing, sur le positionnement, April Dunford, Martina Lauchenko, ils disent: «Si vous pouvez ne pas créer une nouvelle catégorie, mais juste redéfinir une catégorie existante, c'est quand même beaucoup plus simple parce que les gens ont déjà quelque chose en tête, une catégorie à laquelle vous appartenez. Ils ont déjà un budget, ils ont peut-être des gens dans leurs équipes qui s'en occupent. Donc faites plutôt mieux dans une catégorie existante, montez à un niveau, vraiment supérieur, la solution que vous proposez dans une catégorie existante, plutôt que de tout refaire, de zéro. Et même quand on regarde, il y a pas tant que ça de boîtes qui ont réussi à réellement créer une nouvelle catégorie. On cite, de façon très classique Netflix parce que Oui. effectivement le vidéo streaming, avec en plus, tout le travail, voilà, de production de ses propres contenus et cetera, ça n'existait pas. Mais, en vrai, tu as pas des multitudes d'exemples vraiment de création de nouvelles catégories puisque c'est quand même un travail, titanesque. Donc même pour Nave, je préfère dire que voilà, on est en train de redéfinir quelque chose qui est entre 3 catégories existantes, donc du coup, ça en fait une nouvelle, mais une nouvelle quand même qui est ancrée dans quelque chose qui Oui, qui enfin existait qui part pas déjà de dans la rien. Ouais, tête, c'est ça. voilà, de nos partenaires. OK. C'est bien parce que j'allais te demander quel était la plus grosse erreur ou le conseil que tu recommanderais, aux auditeurs, aux CMO qui nous écoutent. Finalement, la le conseil, il est Bah, là. du coup, c'est ça, oui, de choisir entre guillemets «par vanité» ou par, l'enjeu, l'excitation autour de ce projet, je crée une nouvelle catégorie. Bah, globalement, Ouais, bien réfléchir. déconseillé quoi, OK. bien ou en tout cas bien réfléchir effectivement parce que, ça va prendre du temps et ça va prendre, énormément d'efforts, donc si on peut retravailler, quelque chose qui existe déjà, c'est beaucoup plus simple. OK, hyper intéressant. Il y a une partie qu'on n'a pas trop abordée, alors c'est un sujet dont tu parles dans la formation, donc je sais que tu as des choses à dire sur ça. Plutôt en fait sur l'impact de l'IA sur le métier du product marketing. Est-ce que, je sais pas, tu pourrais me partager un peu, si déjà, est-ce que selon toi l'intelligence artificielle redéfinit un peu le métier du product marketer? Et si oui, comment? Enfin, quel impact il a? Bah, en fait, le product marketer, si on regarde, il fait 3 choses. Il fait beaucoup d'analyse. Il fait beaucoup de storytelling, donc il produit quand même beaucoup de contenu, et puis, il a aussi, quand même on sollicite, ses qualités, humaines parce Mmh. qu'il doit coordonner les gens, il doit faire en sorte que le go to market soit bien exécuté, que tout le monde sache ce qu'il doit faire et cetera. Donc en tout cas, dans les 2 premières parties, c'est-à-dire analyse, et création de contenu, c'est clair que l'intelligence artificielle permet, d'accélérer, énormément de choses. Et est-ce que justement, si donc, sur ces 2 premières parties, la partie analyse et la partie, production de contenu, est-ce que tu as peut-être des cas d'usage ou des choses que toi tu fais ou avec tes équipes, Mmh. que tu pourrais partager qui ont un réel impact sur alors ça sur la productivité ou alors sur la qualité, Mmh. du travail du product marketer? Bah, donc on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'études de marché, Mmh. notamment dans mon cas. L'étude de marché, ça, c'est clairement, quelque chose, dans quoi, je peux plus me passer d'intelligence artificielle. Alors habituellement, je mets un peu en concurrence, Perplexity et ChatGPT et je regarde, ce que me sort, chacun. Parce que parfois les sources, sont pas forcément les mêmes. Et en vrai, voilà, j'ai un prompt, que j'adapte en fonction de, la verticale, voilà, de la complexité, ou de l'intensité concurrentielle dans cette verticale. Est-ce que globalement l'allocation, c'est déjà quelque chose qui existe ou pas? Mais, je demande de me construire, un rapport dans lequel, j'aurai, le jeu des acteurs, les tendances principales, c'est quoi, les enjeux, pour les entreprises, clés, dans ce secteur? C'est quoi l'expérience avec la location? Donc du coup, quel est, selon lui, le potentiel aussi, sous quels angles il faut aborder ces sujets, de location et cetera. Évidemment, je vérifie tout. Voilà, il reste encore, beaucoup, beaucoup d'hallucinations, donc je clique, sur tous les liens principaux, dès qu'il y a un chiffre, je le vérifie, pour ne pas soumettre, quelque chose d'erroné, après aux cofondateurs. Mais,
Voilà, donc mes analyses, mes rapports d'analyse de marché, c'est quelque chose qui est hyper apprécié par, l'équipe commerciale. Et si on avance un peu après dans la construction, du travail, du product marketer, donc une fois qu'on a compris le marché, bon, on décide, à qui on va s'adresser et dans cette partie, ciblage, et construction de persona, ça, c'est aussi une étape où je me sers pas mal, d'intelligence artificielle. Alors nous, je pense que pour les entreprises, qui ont, des outils, comme Gong, qui vont vraiment Mmh. enregistrer, tous les appels des commerciaux avec, les prospects et puis pouvoir analyser, ça, c'est une source, hyper riche et tu peux construire ton persona rien que sur base d'analyse de ces entretiens, très facilement. Nous, on n'a pas encore ce type d'outil, mais en tout cas, moi, quand on commence à regarder une nouvelle verticale, je vais chercher, bah, les interventions à des conférences, les vidéos YouTube, des interviews des personnes qui rentrent, bah, dans la définition de nos personas, dans le buyer committee et je vais analyser, voilà, je vais analyser, le speech to text, le texte, tout simplement pour, construire, finalement ces job to be done. Mais avec les mots avec lesquels, eux, ils en parlent. Parce qu'après dans les campagnes qu'on va lancer, évidemment, il faut que ce soit à peu près les mêmes termes et qu'on s'adresse à eux, dans leur langage. Donc construction de persona, et après dans les étapes, ultérieures, clairement création bah, alors ce que je déconseille d'outsourcer à l'intelligence artificielle, c'est effectivement plus le positionnement. Mmh. Donc quand on décide qui on va être par rapport à ses clients, par rapport à cette cible, c'est quand même mieux que ce soit, une décision humaine parce Mmh qu'il faut mh. de la créativité, il faut, effectivement de l'empathie, il faut aller chercher, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui existe déjà. Donc ça, objectivement, l'intelligence artificielle est pas trop capable de le faire. En revanche, le messaging, surtout quand il faut le décliner, par exemple, par rapport, à 4 personnes dans le buyer committee, là, pour le coup, je trouve que l'intelligence artificielle est super efficace OK. et je peux même, et c'est je pense un des cas que j'évoque dans la formation. En fait, tu peux programmer un agent qui agit en tant que ton persona. Bah, toi, tu es, le directeur, financier, d'un groupe de distribution automobile. Je te soumets mon messaging, fais-moi des objections et donc comme ça, il te OK. permet de dire où est-ce qu'il y a des failles, dans ton messaging, comment tu peux le peaufiner, tester, peut-être des versions, un peu plus optimisées. Donc c'est vraiment un sparring partner, pour, affiner le messaging. Pour le coup, alors pour l'anecdote, cette approche-là que j'avais jamais pensé, enfin j'avais pas pensé, à l'utiliser. C'est un truc que maintenant j'utilise, pour Unlockem ou même dans l'émission et cetera. C'est impressionnant, tous les éléments qui remontent et toutes les informations qu'on aurait, de base, un peu mis de côté parce qu'on se dit que c'est pas si impactant, si pertinent que ça et qui finalement en fait ont un rôle hyper clé pour que le message soit, vraiment fort, vraiment impactant et cetera. Donc j'avoue, moi, c'est un truc que j'utilise quasi tout le temps maintenant. Hem La question que je me pose, c'est plus une question maintenant de projection ou de pari. Alors que ce soit lié en fait à l'intelligence artificielle ou à d'autres choses, mais comme on a dit que en fait en tout début d'épisode que finalement le métier de product marketer ou cette fonction, c'est une fonction qui est encore jeune, qui est peut-être plus mature côté B2C que B2B, mais qui se développe petit à petit. C'est quoi un peu toi ta vision sur son développement dans les prochaines années? Comment tu vois évoluer le métier? Est-ce que tu le vois prendre plus d'importance? Est-ce que tu le vois échanger en termes de changer de positionnement, aller dans d'autres équipes, absorber de nouvelles responsabilités? C'est quoi, hein, je sais pas si on peut parler de pari, mais la Mmh. vision que tu as sur ce métier? Bah, je pense et je pense que je me trompe pas trop que le métier, il va rester, hyper important. Parce que la description que je t'avais faite au début, de l'industrie automobile, c'est-à-dire, marché compétitif, des acheteurs qui sont complexes, qui ont, des critères de choix, à la fois, fonctionnels et émotionnels, Mmh, et puis, le produit qui change pas mal. Je pense que cette description, elle peut s'appliquer aussi à n'importe, quel, produit B2B aujourd'hui, mmh. et les produits technologiques, d'autant plus parce qu'effectivement le produit change, encore plus vite. Et donc, bah, dans cette situation, et en plus avec, une croissance économique un peu morose, il faut que quelqu'un, soit hyper convaincant pour expliquer, pourquoi, c'est moi qu'il faut choisir encore une fois et pas un concurrent, pas les solutions alternatives. Ou pourquoi il faut pas continuer comme avant et ne rien faire, mais plutôt choisir ma solution, voilà. Donc le rôle du product marketing, il est crucial. C'est un rôle qui, pour moi, est intéressant parce qu'il combine à la fois, un côté, très, analytico-stratégique. Donc déjà analytique parce que, Mmh. il faut effectivement faire, toutes ces études, du marché, des clients et cetera.
Et après, il faut savoir se positionner. Donc la stratégie, c'est quand même des choix, c'est des choses où il faut avoir un certain courage, aller chercher, aller proposer un scénario. Là, on n'est même pas forcément 100 sûr, mais dire: «Bah, du coup, notre plan, c'est ça, on va voilà ce qu'on va faire. Voilà de quelle façon on va parler, à nos prospects et cetera». Et après, tu as une partie qui est quand même hyper, dans l'exécution, qui est dans la coordination, donc l'exécution de ton go to market avec une approche gestion de projet très classique, des actions, des personnes qui sont responsables, le suivi, et cetera. Donc, je trouve que c'est une bonne combinaison finalement des choses, assez stratégiques d'un côté et très opérationnelles, avec un impact, hyper réel, de l'autre côté. Très proche de business, donc on est quand même, aussi dans une situation où on peut assez vite, prouver que par rapport à ce qu'on a fait, le lancement qu'on a réussi, voilà le chiffre d'affaires supplémentaire qu'il a rapporté ou voilà en quoi il a accéléré, le cycle de vente. Donc c'est aussi, assez, bénéfique rien que pour son positionnement dans l'entreprise parce qu'on est relié au KPI business. Et puis en termes de peut-être compétences futures, bon clairement tout ce qui est autour de l'IA, tout ce que j'ai décrit et puis il y a évidemment encore, des tas d'applications, tout ce qui est sales enablement Mmh. évidemment, voilà toute la production des contenus, sales enablement, script de démo et cetera. Tout ça c'est l'IA aussi et tout ça c'est aux mains du, product marketing manager. Donc, c'est une des premières personnes dans l'entreprise, je pense, qui est hyper impactée par, l'IA, et qui a aujourd'hui, qui se régale en fait à tester, différentes solutions, trouver ce qui marche et cetera. Heu et je pense en parallèle de ça, il y a quand même malgré tout, des compétences assez classiques en bah, la psychologie, voilà, la compréhension des, critères de choix, des biais, cognitifs, des acheteurs. Donc, peut-être que effectivement par rapport, à une sorte d'ingénierisation des métiers du marketing aujourd'hui, le product marketer, c'est celui qui malgré tout doit posséder, ces compétences autour de la psychologie, tout simplement des acheteurs, pour, pouvoir construire les bons messages, pour les personas qu'on cible. Je, je savais pas que tu allais parler de ça. Je suis hyper content d'ailleurs parce que pour le coup, moi, tu vois, il y a la vision que j'ai, au global pour le marketing et qui du coup se retranscrit énormément dans ce que tu viens de dire. C'est de se dire qu'on est dans une là, on vit quelque chose d'hyper excitant avec, le fait qu'on a accès à de nouvelles compétences, qu'on peut faire plein de choses et cetera et je trouve que on contrebalance pas suffisamment en se disant que en fait, il y a des compétences, très importantes qu'il faut qu'on garde et qu'on renforce. La notion de la compréhension du consommateur, la psychologie et cetera, Mmh mh. rentre dans ça et je l'avais pas totalement associé, je l'avais associé plutôt au rôle du marketing au global, mais c'est vrai que faire le lien avec le product marketing, pour le product marketing manager dans, la fonction telle que tu l'as décrit, c'est hyper clé. Alors du coup, ce qu'on se dit, c'est que c'est un rôle qui va, se renforcer de plus en plus et il va y avoir une pénurie parce que c'est déjà difficile de recruter des talents. Va falloir que de plus en plus de personnes se forment et viennent sur le marché, quoi. Bah, j'espère. Oui, Parce oui, que tout à fait. parce que c'est vrai que c'est une fonction qui est quand même j'ai l'impression qu'elle a l'air d'être très, très, complexe à recruter, mais la tendance va dans la direction. On va avoir de plus en plus de bons profils qui vont avoir envie de faire ça et je pense créer des nouvelles, enfin une nouvelle manière de bosser dans des boîtes qui sont pas que dans la tech. Je pense qu'il y a plein de boîtes B2B, qui auraient bien besoin de faire d'intégrer une stratégie de product marketing. Je pense que ça leur ferait beaucoup de bien. Et beh et en parallèle, quand tu regardes en fait, qu'est-ce qui existe, comme, formation, tu par exemple pour le product management, aujourd'hui tu as énormément de formations pour, le marketing, digital par exemple, pareil, tu as une multitude d'écoles, une multitude de formations, et quand j'ai commencé à faire, la formation pour Unlock, je me suis rendu compte que, il y a évidemment, il y a une offre, il y a Bien toujours, sûr. voilà, la bonne école américaine qui a, la bonne formation en product marketing qui est disponible, mais c'est, 10 fois moins que, ce que tu peux trouver, par exemple, sur le Growth. Et pourtant la fonction, elle va, directement rapporter l'argent, à l'entreprise. C'est elle qui est responsable de fixer les prix, d'expliquer le produit, et cetera. Donc je pense qu'il y a encore un bon potentiel pour, bah, former, tous les gens, qui, comme tu dis, vont venir dans cette fonction dans les années à venir. Trop bien. Franchement, merci beaucoup Léna, c'était un super épisode, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu, ça m'a permis aussi de plonger un peu dans qu'est-ce que moi je pense, de cette fonction, de l'évolution et merci, pour toutes les questions et j'espère qu'il y en aura d'autres, auxquelles on pourra répondre, dans les office hours à venir et toutes les autres occasions de se parler. Trop bien et ben merci beaucoup Léna, à très vite et encore merci pour ta présence. Merci, à bientôt.